c'est bon. Et M. Sarowski-Bruno a donné procuration à M. Joël Fabio. Je pense que vous n'aurez pas d'inconvénient parce qu'on est comme secrétaire de séance, Mme Guidon. Michaud Guidon, je ne sais plus avec ça. Voilà, Laetitia en tout cas. Donc on va pouvoir commencer. Vous avez peut-être vu au-dessus de moi. Alors oui, on a déplacé certaines photos, mais elle est obligatoire dans une mairie et il fallait qu'elle soit formellement identifiable. Donc on l'a dépassée, on la remettra. J'ai souhaité pour ce conseil, et certains ont revêtu la couleur qui va bien, avoir juste derrière moi une attention dans cet octobre rose, puisque les personnels de la crèche, les enfants de la crèche, les familles de la crèche, ont créé à l'occasion de manifestations qui vont se dérouler sur elle et se déroulent au niveau national, comment on appelle ça, totem, un outil de communication qu'on fait tourner au sein de notre salle de conseil. On le mettra là dès demain peut-être dans la mairie. Vous avez vu que la mairie s'est aussi parée de ses atouts, puisqu'elle soutient largement cette manifestation. On aura l'occasion d'en reparler, puisque en fin de conseil, vous donnerez quelques informations sur ce qui va se passer dimanche prochain. C'est ça, vous êtes content ? Dimanche prochain à partir de 8h30, 9h. 8h30, parfait. Bien, vous nous en direz beaucoup plus. Alors, pour le jour de ce conseil, la convention avec le Conservatoire d'espace naturel de Nouvelle-Aquitaine, la convention avec la mairie de Saint-Pé-Sénével et une délibération concernant le projet de rénovation de l'école publique d'Aez. Avant de pouvoir délibérer sur ces sujets, vous avez pu prendre acte, en tout cas lecture, du compte-rendu du dernier conseil. Est-ce qu'il y a eu des observations? Commentaires? Non? Parfait. Merci. Donc, je souscris au fait de demander s'il y avait des éléments modificatifs à apporter. Nous allons passer au compte rendu des décisions du maire. Ce sont de 3-4 ordres, on va dire, sur les travaux de voirie, sur les bureaux d'études, sur le budget annexe du cimetière et sur la convention avec mairie de Saint-Pé qu'on retrouvera dans une délibération ultérieure, mais que je me dois de signaler dans ces décisions. Donc, concernant les travaux de voirie, l'entreprise retenue a été l'entreprise Cola. Vous voyez ici, par rapport à deux entreprises qui étaient Eurovia et Cola, vous voyez ici les travaux qui étaient concernés par ces montants. Les trottoirs de Chauvandia, la reprise du Doua-Saldea, la reprise de la Racoténéa, la reprise de la chicane Aguéréa. Des éléments supérieurs, je pense que Marie pourrait vous en donner si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai des questions. Oui. Vous mettez reprise de chicane à Guéréa. Oui. La chicane, elle a été réalisée par qui au départ? Elle a été réalisée par nous au départ. C'est bien ça? Elle est réalisée par la commune au départ. Elle est partie par le service technique Non, par une entreprise. Quelle entreprise? Quelle entreprise Eurovia. D'accord. Parce que je suis étonné qu'on déjà rencontre une reprise de chicane, alors que la chicane elle date de pas très longtemps. Il n'y a pas une garantie dessus? C'est pas la chicane en elle-même, la reprendre, c'est les enrobés aux alentours des chicanes. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait eu un affaissement sur ce qu'on appelle les poutres de rive, c'est ça? En fait, le vocabulaire utilisé, c'est chicane, c'est pour pouvoir situer l'intervention d'un qui va. Ouais, c'est une reprise d'enrobé de la chicane. Mais à l'époque, quand Eurovia a réalisé les travaux, ils n'ont pas réalisé l'enrobé, ils ont juste réalisé l'aménagement chicane en lui-même. Et là, effectivement, vu comme la voirie n'est pas sollicitée de la même manière qu'avant, on refait le revêtement, le droit de la chicane. On l'a appelé chicane, mais effectivement, ça ne concerne pas les mêmes travaux que ce qu'a réalisé l'entreprise Eurovia. Voilà. Sur les deux chicanes, vous savez. Ouais. Les deux. En fait, Si, ça, je connais. tu peux le redire parce qu'elle n'est pas mauvaise non plus. Ça vaut la peine de chicaner. Non. Oui, il faut toujours chicaner de toute façon. En fait, c'était deux travaux. Oui, tout à fait. Alors, c'était pour le bon. C'était juste pour le bon. C'était nul. Je pense que c'était juste pour le bon. Histoire de dégroupement.
Non, mais pour donner un peu plus d'explications techniques sur ces éléments, quand vous déviez la circulation et les deux flux de circulation sur le même endroit, il y a une charge supérieure qui s'exerce et que quand c'est pas calibré, ça se détériore plus vite. Si je dis ça, je ne dis pas trop de bêtises, je regarde les experts, ils avaient fait ça. Voilà, c'est quelque chose d'assez commun. Sinon, il eût fallu renforcer, au moment de la réalisation de la chicane, ces éléments de passage. Là, on les répare parce qu'ils sont sollicités plus que. Oui, et puis c'est parce qu'on n'avait pas le budget aussi. Voilà. On a fait des chicanes, on n'avait pas le budget nécessaire pour refaire la voirie sur ce tronçon-là. Donc, on l'a fait nous. Parce qu'en général, quand sur le chemin de la guérilla, il y a la voirie sur pas mal de portions à reprendre. Oui. Il y a au droit des chicanes, bien sûr, là c'est marquant, mais il y a quand même sur toute la longueur beaucoup d'espace. Voilà, ça du coup, c'est municipal, mais c'est forcément quelque chose qu'il faudra budgéter un jour ou l'autre. C'est clair. On en est parfaitement conscient. Et les uns et les autres pour circuler suffisamment sur nos voiries. Alors je ne sais pas si c'est lié à des bitumes de moins bonne qualité qu'autrefois, ou à des fréquentations ou à des charges qui sont supérieures que celles qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'on y revient, à mon sens, mais c'est très subjectif ce que je dis, de façon un petit peu plus récurrente qu'il y a quelques années. Non? Oui? Non, la particularité de ce chemin-là, c'est qu'à l'époque, la poutre de rive qui avait été pour l'élargissement de la voirie qui a été fait il y a 20 ans, la finition qui a été réalisée, c'est simplement un mi-couche. Et qu'aujourd'hui, ce qui se détériore le plus vite, c'est le mi-couche qui a été réalisé sur la surlargeur, là où le revêtement enrobé, lui, tient beaucoup plus. Et effectivement, le fait d'avoir ajouté les chicanes, ça déporte la circulation sur cette zone en mi-couche qui est plus sollicitée qu'avant. Donc c'est pour ça que c'est détérioré plus vite. Monsieur Capanelli, est-ce que cette réponse, ça vous va? Parfait. D'autres questions concernant? Non? Donc, sur le deuxième point, les bureaux d'études dans le cadre de la préparation des futurs travaux de rénovation pour la constitution des dossiers de subvention. Ce sont des études thermiques, notamment pour ce qu'on appelle la maison dans la place Antitricou, mais qui est en fait la maison Beaumassy. Vous aviez deux candidats. Bénédicte Martin a été retenue, l'entreprise EIRL, concernant l'école. Et par contre, concernant l'école, excusez-moi, c'est Math Ingénierie qui a été reçu. Il y a deux bureaux d'études. Oui, Math Ingénierie. Il y a le bureau d'études thermiques, Voilà. qui est Bénédicte Martin qui a fait les études pour l'école et la maison de Massy. Et après, on a dû recourir à un bureau d'études fluides, pour lequel on a eu ingénierie et Math Ingénierie, et c'est Math Ingénierie qui a été retenue sur cette partie. Pour l'école. On reparlera de l'école dans le propos de ce conseil, parce qu'on fait passer une délibération, je crois que c'est la manière, qui définit un tout petit peu une enveloppe de travaux qui sera affinée bien évidemment, mais qui s'est projetée sur les années futures, concernant la rénovation de l'école. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations, des questions sur ces bureaux d'études? J'ai pas saisi là. Du coup, pour la thermie, c'est pour quel ouvrage? Alors, études thermiques pour l'école et pour la maison de Massy. Et l'étude fluide, c'est que pour l'école. D'accord? Et sur l'étude thermique, c'est l'EIRL Bénédicte Martin, et sur l'école, c'est Math Ingénierie. Voilà. Ensuite, concernant les budgets annexes, cimetière, vous aviez deux lots et différentes entreprises qui candidataient. Il y avait un lot qu'on peut appeler gros œuvres, ou en tout cas terrassement, etc. C'est bien ça. Et puis un lot plus vert, qui est aménagement. Tu vas en parler, Marie, peut-être? En sachant que la seule petite chose qu'il faut dire, c'est que ça fait l'objet d'un marché avec des coefficients qui sont amenés à être pondérés suivant, et que c'est pas forcément le moins disant, mais le mieux disant.
qui va remporter le marché, si ce n'est que par rapport au caractère économique de la consultation. C'est bien ça, Marie? Oui, on est propriétaire du terrain depuis la semaine dernière. Lundi dernier. Depuis lundi dernier, puisqu'on n'a pas passé l'acte en la forme administrative. Vous vous rappelez que ça avait été, on ne va pas refaire l'historique de tous les sujets qu'on va traiter ce soir, mais ça avait été une petite sinécure, mais dans laquelle on a assumé toutes les étapes et toutes les saisons, mais qu'aujourd'hui on est propriétaire de ce terrain grâce à la bonne volonté aussi de M. Etcheverry, je le redis ici. On va commencer les travaux la semaine prochaine. Oui. Voilà. Des questions sur ces lots? Non. Pour lequel? Pour le cimetière? Oui. Ici, moi j'avais une question pour le Il me semblait. C'est pour ça. Vous n'avez peut-être pas écouté ce que j'ai dit tout à fait au début. Si, Bon, d'accord. je vous écoute attentivement. Ouais, très bien. Merci, M. Caponi. Dites-moi. Vous retenez l'entreprise d'Icha. Oui. J'ai vu que l'entreprise Landan était la moins chère. Pour quelle raison? Mais je viens exactement de vous l'expliquer. Ah. Donc, peut-être que je n'ai pas parlé assez fort, même si vous étiez très attentif. Je viens exactement l'expliquer. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer à ma place? Marie, peut-être? Avec des attributions des marchés, il n'y a pas que le prix. Ah oui, Il y a aussi la technique. Et en faisant la somme des deux, finalement, malgré que l'Andal soit 260 € moins cher, c'est Richard qui place par rapport au prix de la technique. Je vais pouvoir dire que donc c'est leur droit, les candidatures non retenues ont demandé des explications, ont bénéficié de ces explications, et je pense que c'était au niveau du cahier technique qu'il y avait une pondération différente, quelque chose comme ça. Par rapport au retour, voilà. Ils ont pas eu la totalité des points, alors je ne sais plus exactement le truc, mais c'était au niveau du planning ou les écarts de points à ce niveau. Et le planning pour ce genre de travaux, c'est toujours très important dans une collectivité. Pourquoi? Parce que derrière, vous l'avez vu, on va chercher des subventions. Ces subventions sont conditionnées à des calendriers, et pour qu'on puisse être pile poil, il faut que tout le monde respecte les engagements qu'il a pu prendre au départ. Donc quand les engagements sont bien définis, on peut être un peu plus confiant que quand ils sont un peu aléatoires. C'est le même cas pour l'autre lot, puisque l'entreprise finalement était 5 000 €, pas tout à fait, mais 4 500 € moins cher, sauf qu'elle nous annonçait un délai de travaux en février, c'est ça? Commencer les travaux. Voilà, avec des livraisons de caveaux en février, donc ça c'était pas du tout dans le cahier des charges qu'on avait mis en place pour le marché. Donc effectivement, l'entreprise de Servier a été retenue parce qu'elle correspondait à ce qu'on avait demandé comme planning, comme type de caveau, comme intervention, etc. Est-ce qu'on a répondu à votre question, M. Caponi? Je vous remercie. Donc voilà pour ce que c'est les décisions des maires. On passe à la délibération numéro 1. C'est la convention qui va lier la commune avec le conservatoire des espaces naturels, et ça concerne les terrains payés ou en tout cas ce qu'on appelle les anciens campings, puisque là aussi nous avons engagé un projet. Mais tu vas nous en dire un peu plus en chose? Oui, donc convention avec le conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Ça concerne les terrains payés de l'ancien camping, effectivement. Si vous vous souvenez, on avait déjà libéré au sujet de l'acquisition de ces terrains, puisque la commune s'était positionnée par 2 fois en préemption, la première fois en révision de prix, et la seconde fois au prix, et donc la SAFER a fait l'acquisition des terrains, et derrière a mis en place un appel à projet pour les candidats qui souhaitaient acquérir les parcelles. La commune s'est donc portée acquéreur, candidat à l'acquisition. Et dans le projet qu'on a développé, donc vous avez déjà parlé ici, on avait parlé de se faire accompagner par le conservatoire des espaces naturels et par l'agence de l'eau. Donc depuis, on a continué à travailler avec eux. On a porté la candidature auprès de la SAFER. La SAFER a retenu notre candidature. Donc on devrait être propriétaire dans les semaines qui viennent. C'est bien ça. Et donc, dans notre candidature, on avait développé le projet autour de la mise en valeur de ces espaces pour leur qualité environnementale.
Et on a déjà commencé à travailler avec le CEN qui avait fait une première visite, une pré-visite sur site, où ils nous ont fait un premier état des lieux de ce qui pouvait exister sur les parcelles. Et au vu de la richesse de ce qui existe sur les parcelles, ils nous ont demandé, pour être le plus précis possible et pour travailler dans les meilleures conditions, de pouvoir intervenir sur une année complète. C'est-à-dire de pouvoir traverser les 4 saisons en observation sur le site et pouvoir faire un état des lieux le plus précis possible de tout ce qui pouvait s'y trouver. Donc cette convention correspond à cette intervention qui va se dérouler à partir de maintenant sur une année complète. Et cet état des lieux nous permettra de mettre en place un plan de gestion du site qui sera le plus adapté à la réalité de l'habitat sur site. Voilà, donc je vous lis la délibération. Par la délibération du 5 février 2023, le conseil municipal, à l'unanimité, a décidé de se porter acquéreur auprès de la SAFER. Dossier 64 22 39 70 29/2022 de 5 parcelles classées en zone N. Ces terrains représentent plusieurs intérêts publics majeurs pour lesquels il convient de garantir une maîtrise publique. Les premières commissions de la SAFER ont donné une suite favorable à l'achat de ces parcelles par la collectivité d'Aix. Aussi, pour se faire accompagner dans l'élaboration du plan de gestion futur, il est proposé au conseil municipal de conventionner avec le conservatoire d'espace naturel de Nouvelle-Aquitaine. Suite aux inventaires menés depuis 1996 et aux travaux entrepris en faveur des zones humides du département des Pyrénées-Atlantiques, l'agence de l'eau Haute-Garonne, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la région Nouvelle-Aquitaine et le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable de la mer et le conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine ont souhaité mettre en œuvre une organisation qui puisse accompagner les gestionnaires de zones humides dans leur démarche volontaire de conservation des intérêts patrimoniaux et fonctionnels de ces milieux. Ainsi, la CATS, la CATS, c'est la cellule d'accompagnement technique des zones humides. Animée depuis 2003 par le Conservatoire d'espace naturel de Nouvelle-Aquitaine, continue d'œuvrer dans le cadre de cette politique. Les missions d'animation de la CATS 64 prennent toujours la forme d'une assistance technique qui s'inscrit dans le cadre de plusieurs programmes de politique d'aménagement du territoire et plusieurs textes réglementaires, notamment le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, PDM Haute-Garonne 2016-2020, le contrat plan État-région Nouvelle-Aquitaine 2015-2020, la politique des espaces naturels sensibles du département des Pyrénées-Atlantiques, la loi 92-3 du 3 juillet 92 sur le plan gouvernemental d'action en faveur des zones humides, avec notamment la création du Fonds national de solidarité sur l'eau et la mise en place du pôle relais, zone humide. La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. La loi 2557 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. La loi Brunel 1, loi 2967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre des 268 engagements du Grenelle environnement. La loi Brunel 2, 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui en décline les objectifs. La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aussi dit de manière abrégée la loi de transition énergétique. La directive 92-43 CE du Conseil du 21 mai 92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive européenne Habitat Faune Flore. La directive 79-409 CE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive européenne oiseaux. Ainsi, la collectivité, pour mener à bien ses projets de conservation du site, sera accompagnée par le Conservatoire d'espace naturel de Aquitaine, notamment en lui faisant connaître, découvrir les intérêts et la qualité du site et en lui fournissant le rapport élaboré lors du diagnostic initial. En le rencontrant au moins une fois par an pour faire le bilan de la gestion opérée et répondre à ces sollicitations concernant l'application de la présente convention. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont nous aider au diagnostic au départ, mais ils vont suivre aussi le site dans le temps, en revenant chaque année pour regarder comment il évolue. En informant et invitant aux rencontres techniques et aux formations organisées par la CATS et autres partenaires concernant le développement des Pyrénées et les zones humides, en lui fournissant les documents réalisés par la CATS, bulletin de liaison, newsletter, rapport technique réalisé sur le site, bilan annuel des revenus du site conventionné,
en l'aidant à développer les moyens nécessaires à la réalisation des travaux et en lui fournissant une assistance technique lors des interventions, en assurant à minima une veille écologique du laissement des Pyrénées du cours d'eau et des zones humides, en lui proposant des animations pédagogiques à destination du grand public ou des scolaires au moins une fois par an. Donc après un engagement délibéré, le conseil municipal nous vous proposons d'autoriser le monsieur le maire et son agent délégué à signer la convention annexée à la présente délibération avec le conservatoire de son naturel de Montpellier et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte complémentaire afférent à la présente délibération. Questions, observations, commentaires? Oui. Oui. Dans des explications, tu parles d'un plan de gestion du site. Oui. Qu'est-ce que tu en parles par plan de gestion du site? Alors, c'est un site qui regroupe plusieurs enjeux. Il y a des enjeux d'extension de crues, avec des zones de stockage des eaux. Il y a des enjeux environnementaux, faune et flore. Il y a des enjeux potentiellement agricoles, parce qu'il y avait, dans le cadre de la candidature SAFER, il y avait 11 candidats, dont la commune, et les 10 autres avaient des projets assez variés. Mais il y a notamment un candidat qui a attiré l'attention de tout le monde, la nôtre, mais pas seulement, aussi l'attention des syndicats. Ils étaient tous d'accord. Et ils étaient unanimes effectivement sur le choix de ce candidat. C'est une personne qui est installée aujourd'hui en auto-entrepreneur sur de la cueillette sauvage, mais qui souhaite développer une activité agricole autour de pépinières. Et cette activité agricole peut, sous certaines conditions, être compatible avec ce site. Mais pour respecter tous ces enjeux et essayer de valoriser au mieux le site, on souhaite mettre en place un plan de gestion qui déterminera les actions et le rôle de chacun à l'intérieur de ce site. C'est-à-dire que si on a différents intervenants, des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés sur le niveau agricole, il faut qu'on puisse être en capacité de fixer dès le départ les modalités d'intervention de chacun sur le site, pour que ça soit à bénéfice partagé et au bénéfice surtout du site. Il y en a un que tu n'as pas évoqué, mais qui est peut-être inhérent à la spécificité et de ce site et du mode de gestion qu'on va essayer de mettre derrière. Tu as évoqué les enjeux environnementaux, il y a un enjeu d'éducation à l'environnement aussi, oui, sur lequel on va essayer de se faire accompagner. Voilà, il y a au moins 4 chapitres en R&D, zone de tension de crue, potentiel agricole, potentiel écologique et éducation à l'environnement. Je n'oublie pas. Non, cet accompagnement est gratuit? Pardon? Est-ce que cet accompagnement est gratuit? Cet accompagnement est non seulement gratuit, mais comment? Pour la commune. Pour la commune, oui, parce que c'est l'argent public derrière, ce sont des institutions publiques. Mais la qualité du partenariat qu'on essaie de faire vivre avec les différents interlocuteurs peut nous amener à bénéficier d'aide dans ce type de gestion un peu, comment dire, inspirante. C'est-à-dire que c'était pas, Ramucho l'a pas dit parce que, bon, c'était peut-être pas tout à fait le moment, mais c'était pas évident que la SAFER, qui est, on va dire, l'instance des agriculteurs pour conserver la terre sur les agriculteurs, décide de rendre la commune acquéreur de cette parcelle. C'était pas évident. C'est l'originalité du projet et sa pluralité qui font qu'aujourd'hui on est dans cette spécificité un tout petit peu. La commune va se rendre acquéreur. Elle s'engage à le gérer d'une façon un peu exemplaire, même si j'aime pas le mot. Et très certainement que nous aurons des partenaires qui viendront nous appuyer. Alors on peut peut-être en dévoiler un. L'agence de l'eau de Garonne. Tu en as parlé? L'agence de l'eau de Garonne, qui est une agence importante sur le territoire. J'en reparlerai à la fin de ce conseil pour vous inviter à je peux le faire de suite d'ailleurs, mais je ne veux pas mélanger trop les sujets, à une rencontre qui va se passer demain après-midi ici sur Culture Chocois et où tous les élus d'AES sont bien évidemment invités
à l'initiative de l'ODAP et de l'Agence de l'eau à Haute-Garonne, mais pas que, c'est l'ODAP, c'est Pyrénées-Atlantiques, Agence d'urbanisme des Pyrénées-Atlantiques, mais celle de Bordeaux, c'est de Toulouse, enfin ils se rencontrent tous sur Aetz, parce qu'ils nous ont aussi accompagnés sur un projet, je vous rappelez, Place de la Brocante, sur la désimperméabilisation des sols, et avec, je crois, un accompagnement financier à hauteur de 50 000 €, quelque chose comme ça. Beaucoup plus. On était à 75 Bon, donc encore beaucoup plus. Voilà, c'est un partenaire aujourd'hui avec qui on travaille bien, qui est attentif à nos projets et qui peut nous accompagner. Donc l'achat revient à la commune, puisque c'est la commune qui va être acquéreur, il n'y a pas de secret. L'achat est au prix d'acquisition de la SAFER, puisqu'on n'a pas fait de révision de prix, c'était 17 000 €, plus les 4 000 € de frais administratifs de portage, etc. On arrive à 21 000 €. C'est bien ça. Et on va le faire par un acte en forme administrative, on n'a pas passé par le notaire, et je crois qu'il est rédigé pratiquement. En tout cas, voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, la gestion du site, pour le moment, ne sera pas une charge pour la commune. On va le dire comme ça. Après, attention, il y a peut-être des modalités de gestion qui vont nous amener à nous conseiller, etc. Et là, il y aura peut-être effectivement des coûts, ne serait-ce que pour l'entretien de certaines parcelles, etc. Je ne sais pas comment ça peut se passer, mais voilà. Il y a à l'heure actuelle, il y a des bâtiments qui sont d'anciens sites administratifs, du camping ou sanitaires, etc. Donc il va falloir là aussi qu'on trouve une modalité pour ou les détruire, ou en faire un pôle d'accueil pédagogique, ou enfin, différentes choses qu'il nous faudra envisager dans le futur. Mais je pense que c'est important que, par rapport aux enjeux qu'a identifié, qu'a énuméré Rancho, que ça reste dans la sphère publique, que cette parcelle reste que cet espace-là reste dans la sphère publique. Lionel ? Monsieur le maire, dans la délibération, il est fait mention à un animal dont j'ignorais totalement l'existence, qui s'appelle le décement des Pyrénées. Oui. Je me suis intéressé à, vous savez que je m'intéresse à la faune sauvage. Oui. Je me suis intéressé à ce petit animal qui est de la famille des Talpidés, et qui s'appelle également le rat trompette parce qu'il a un nez exactement. On est très déçus quand on le voit. Non, mais je vais vous montrer parce que, comme tout le monde ne le connaît pas, j'ai pris une charmante photo. Tu as pris une photo. Je vous propose pas de toi. Mais cet animal a un grand intérêt, c'est pour ça que j'en parle, cette forme amusante, c'est que c'est un excellent témoin de la qualité des eaux du biotope dans lequel il vit. Donc c'est très intéressant si on peut faire en sorte qu'il y ait des spécimens de ces traces amusantes sur le site pour vous parler, parce que ça signifierait que la qualité des eaux est parfaitement excellente. Voilà. Ensuite, je vous fais circuler ça si ça. Alors c'est tout à fait valorisant, effectivement. Ne nous trompons pas, pour le moment, l'étude va rentrer. Il est cité ici parce que c'est un peu comme un totem, effectivement, de ce qu'il faut protéger, etc. L'habitat est propice. Oui. On n'a pas encore vu ni de traces, ni de décement. C'est un animal qui prospère sur les piémonts pyrénéens. Tout à fait. On en voit très peu. Il est très protégé. Et ce sont des photos. Alors, ils nous ont expliqué comment ils allaient faire. Ils vont mettre des appareils photos, des sortes de. Voilà, pour essayer de l'identifier de façon. Et à partir du moment où ils seront identifiés, oui, on va effectivement. C'est une beauté difficile, mais je pensais que ça nous serait dans le conseil. Alors je me connais un petit peu. Moi j'ai cru que c'était entre le rat et la loutre, quoi. Parce que, en fait, c'est une taupe, ça voit très mal. C'est ce que j'ai vision absolument désastreuse. C'est une beauté difficile, dit Lionel. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a répondu aux questions? Ça se mange. Ça se mange. Non, à l'heure actuelle, il est très protégé. Par contre, on a une espèce qui fréquente nos cours d'eau, là. Comment on l'appelle? Excusez-moi, Poisson. Comment? Non, pas Poisson. Le ragondère. Ça pue, lui. La terre, Ça pue.
Ça pullule, ça détruit les berges, et aujourd'hui c'est un fléau. Merci. Et ça se mange. C'est pas protégé. Et ça se mange, paraît-il. J'ai discuté la semaine dernière avec quelqu'un qui venait d'en monter quelques heures. Comment? C'est hyper bon. Bon. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Françoise? Juste un complément, Françoise. Dès qu'on sera propriétaire, effectivement, des parcelles, on déposera un dossier auprès de l'agent de l'eau pour solliciter un financement. Il faut d'abord qu'on soit propriétaire. En état de la convention, La convention l'accompagnement du exotique conservatoire. pour la commune, parce qu'en fait, cette cellule-là, la cellule 4, elle est financée par les différents financeurs dont j'ai parlé avant, notamment l'agence Abrogard, qui a souhaité que cette cellule elle puisse animer et travailler sur les territoires. Mais au-delà de ça, même pour l'acquisition du terrain, on va solliciter un accompagnement auprès de l'agence de l'eau qui peut nous accompagner jusqu'à 80% de l'ensemble des frais. Acquisition plus éventuellement plan de gestion derrière, si le plan de gestion mobilise de l'argent public. Ça donne l'occasion de le préciser, effectivement. Oui, d'autres questions? Oui. Dans la délibération, il était fait mention d'une convention. Oui. Donc la convention que j'ai demandé à M. Gilbert, Qui n'était pas rattaché. qui n'était pas rattaché, mais il vous l'a renvoyé. Et après lecture donc, de la convention d'adhésion que vous avez envoyée, vous avez envoyé une convention modèle, modèle type, voilà. Pour montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans, etc. Donc effectivement, il y a des articles sur les engagements de l'adhérent, les engagements de la CATS, la charte de... Ils sont repris dans la délibération. Voilà, tout ça sera repris, j'imagine. Ils sont repris dans la délibération. Et on s'est arrêté à un article, c'est l'article 4 de cette présente convention, qui parle d'une présentation des conditions particulières et entre parenthèses écrit facultatif. La question est la suivante, est-ce que vous comptez le rendre non facultatif? Donc obligatoire. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris le sens de votre question. En fait, dans la convention qui nous a été envoyée type, il y a plusieurs articles. Sur un article, l'article 4, il y a écrit présentation des conditions particulières, avec un énoncé à l'intérieur, et entre parenthèses, écrit facultatif. Donc, la question est la suivante, est-ce que vous allez rendre non facultatif cet article? Là, très honnêtement, je n'ai pas la convention sous les yeux. Si, vous l'avez dans Article 4. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas obligation de conservation, il n'y a pas obligation de répondre à ce que vous dites. L'adhérent est tenu de me laisser nommer en général pour l'aider à développer les moyens avec eux. Présentation des conditions particulières, facultatives. Non, nous on est partant pour. Non, c'est pas. On peut faire un autre de cet article 4, ça ne pose aucun problème. C'est pour le rendre obligatoire. Ah oui, bien sûr. Non, c'était juste une précision. Non, mais en plus, ces éléments-là sont repris dans la délibération. Alors, effectivement, il y a une partie qui est reprise dans Ouais, la délibération, mais pas toute. Oui. Non, il n'y a pas. Moi, j'ai pas de difficulté particulière. Il n'y a rien qui m'a choqué là. Après, s'il y a des choses qui vous ont choqué dans cette délibération, et qui doivent absolument être écartées, le débat est ouvert, monsieur. Non, il n'y a rien. Juste pour avoir une précision, savoir si Non, on est obligatoire, alors, facultatif et. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, il va mieux en le disant. Vous savez, là encore, on va voir quelle est la capacité de notre partenaire à rentrer dans le respect aussi de cette convention. Une convention, c'est co-signé. À partir de là, c'est un respect entre partenaires. Et pour tout vous dire, Ramcho l'a évoqué tout à l'heure, on a commencé à travailler avec ce partenaire en dehors de la convention, parce qu'il fallait qu'on les apprécie un tout petit peu avant, enfin les apprécier au sens de les connaître un tout petit peu avant même de nous engager à cette convention. J'évoquais la partie pédagogique, qu'ils n'avaient pas forcément prévu au départ. Et ils nous ont dit, ah mais non, c'est une très bonne idée, au contraire, on va essayer. Et nous, dès le départ, dans la candidature SAFER, ça a fait partie des éléments qu'on a mis en avant pour essayer de bien comprendre quel était notre projet.
Donc vous voyez, d'un facultatif, ça peut très facilement devenir obligatoire, mais à condition que les uns et les autres, dans le respect, puissent réellement s'engager et réellement concrétiser leurs engagements. Voilà. Non, parce que si vous m'aviez alerté sur, il fallait me le dire, sur quelque chose qui vous paraissait trop compliqué, mais j'ai rien vu qui me paraissait très compliqué. Là. Alors, vous non plus? Non, c'est clair. Ah, d'accord, parfait. Merci. Est-ce qu'on peut voter cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. La délibération numéro 2, alors je peux la présenter, mais ça peut être Joël aussi. C'est celle qui concerne, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je peux laisser faire Joël. C'est celle qui concerne la convention avec la mairie de Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc, un agent de la collectivité donc, a droit à mise à disposition. Suite à ça, on a donc lancé avec l'appui du centre de gestion un recrutement. On s'est orienté pour un recrutement sur un agent qui était plutôt agent titulaire sur la commune de Saint-Pé. Or, cet agent, la commune de Saint-Pé, pouvait pour cet agent faire valoir un préavis de 3 mois. On a souhaité en fait contacter la mairie de Saint-Pé et essayer de trouver des arrangements de telle façon que l'agent qui allait partir puisse être en tuilage avec le nouvel agent qui arrivait dans la collectivité. Alors, je remercie la ville de Saint-Pé. Le maire de Saint-Pé, parce que c'était un moment pas évident du tout, et on a essayé de trouver les meilleures modalités, et ils ont été très bienveillants, très attentifs et très accompagnants dans cette démarche-là. Donc merci au maire de Saint-Pé et au service et au DGS de Saint-Pé. Et donc, ce tuilage n'était possible que par l'intermédiaire d'un conventionnement entre la commune de Saint-Pé et la commune d'Aetz, sachant que l'agent était présent donc une semaine, 2 jours sur Aetz, 3 jours sur Saint-Pé, la semaine d'après l'inverse, 3 jours sur Saint-Pé, 2 jours sur Aetz. Et l'objet de cette convention, naturellement, c'est que cet agent étant payé par la commune de Saint-Pé, logiquement, les heures que cet agent a fait sur nos communes, on doit rembourser Saint-Pé à l'équivalent du temps passé au prorata, du temps passé sur la commune d'Aetz. C'est l'objet principal de cette convention, sachant que cet agent est donc maintenant définitivement à 100% depuis le 13 octobre dans cette mairie. Voilà. Et il a commencé sa collaboration avec nous. Madame Assugrel, on présentera lors d'un conseil, de suite l'exercice budgétaire, on va commencer à le préparer. Et ça sera l'occasion, on ne peut pas venir ce soir, ça sera l'occasion de vous la présenter. Et bien si vous passez en mairie, de toute façon, elle est là maintenant en plein temps. En lieu et place de Marie. Est-ce qu'il y a des... Excusez-moi, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des observations concernant cette convention? Avec encore une fois le remerciement appuyé à la commune de CP, son DGS et le service. C'est un tuilage qui s'est opéré pendant l'été, et puis les congés de Mme Suzanne venant après l'été, et aujourd'hui il était là. Pas de questions? On peut passer au vote? Oui. Du coup, là, si je comprends bien, elle intègre en CDI. Donc, oui. Elle est fonctionnaire. Donc, notre ancien employé a pris disponibilité. Donc, c'est revient dans 1 an. Les délais pour avertir cette personne, Madame Suzanne, c'est quoi vous? Vous êtes gêné par le... Les délais pour l'avertir, si mettons dans le retour du personnel qui est parti en disponibilité, par rapport à Madame Suzanne, c'est 3 mois. Et elle retrouve son poste à Saint-Pé, non? Elle est dans l'emploi. Non. En fait, c'est une mutation. C'est une mutation. D'accord. C'est une mutation. Donc, elle est rattachée aujourd'hui à la collectivité d'Aetz. Une mutation, mais une période transitoire. Voilà. Oui. La raison pour laquelle il faut une délibération pour que la mairie de Saint-Pé puisse récupérer l'argent
C'est ça, c'est la convention, c'est au prorata du temps que l'agent de SAP, à l'époque de SAP, passait sur la convention mise à disposition. Voilà, d'où la convention. D'où la convention mise à disposition. Après, dans la chronologie, ça paraît toujours bizarre Oui. de voter quelque chose. Vous avez raison. Mais oui, c'est vous mettre à jour. Oui, c'est des agents, très simplement. Parce qu'en fait, on se faut avoir un visage entre les deux agents, pour pas qu'elle arrive comme ça, et perdu. Voilà. Bon, ça a permis vraiment de l'installer sur le poste de façon optimale. Je crois que c'était le février. Voilà. Au mois de septembre aussi, pratiquement toute seule. Mais voilà, c'était un élément important. Ça fait partie de fonctionnement. Oui, mais là, elle est rattachée totalement à la collectivité d'Aix. Quel est l'intérêt de l'agent, on va dire, sur Aix en mutation Ah, ça, excusez-moi, c'est certainement la qualité de l'entretien qu'elle a vécu. Pourquoi elle a demandé sa mutation? Se rapproche du baissement. C'est peut-être ça, mais je pense qu'à CP, il peut y en avoir encore. Après, le DESPA a une beauté particulière aussi. Non, là, excusez-moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Il n'y a pas de revalorisation salariale, on peut le dire comme ça. C'est une continuité de carrière simple, banale. Je crois que ça, je ne vais pas parler à sa place, mais ce qui nous a bien plu dans l'entretien qu'elle a mené aussi, c'est un nouveau challenge pour cet agent qui n'était pas en responsabilité totale d'un service RH et financier, qui était le numéro 2, je pense, à la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle. Elle avait quoi comme poste à l'université? Elle était rédacteur principal, je pense, rédactrice, et elle secondait dans l'organigramme de Saint-Pé la directrice de service. La directrice des finances. La directrice des finances. Juste en dessous. C'est l'adjointe, en fait. L'adjointe aura la responsable finance. Elle a, je sais pas, enfin, non, je pense que ça participe pour elle à une nouvelle perspective professionnelle, à un nouveau challenge professionnel. Ça fait 20 ans qu'elle était, ou 22 ans qu'elle était dans la collectivité de Saint-Pé, elle est rentrée toute jeune, elle est toujours toute jeune, mais elle est Champertin. Non, pardon, voilà. Bon, elle est de Saint-Pé. Ça correspondait, je pense, elle a candidaté sur d'autres postes, mais elle a vraiment accepté, je pense, avec enthousiasme, de venir sur la collectivité d'Aix. On espère que cet enthousiasme restera le plus longtemps possible. En tout cas, pour le moment, c'est de bon augure. Voilà. On peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la troisième délibération, une délibération concernant le projet de rénovation école, qu'on peut passer ce soir parce qu'on a eu des éléments la semaine dernière. C'est bien ça? Là, on avait beaucoup d'éléments et puis il nous faut mettre en perspective ce beau projet, donc je te laisse la parole. Les premiers éléments qu'on va retravailler. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'une première tranche de travaux de rénovation d'écoles élémentaires avait été entreprise en 2019 sur 4 salles de classe. Il avait été prévu d'étendre ces travaux de rénovation sur la mandature 2020-2026 et de les compléter par une réflexion globale à l'échelle du bâti des écoles élémentaires en termes de performance énergétique. Donc l'année 2023 permet de définir avec une maîtrise d'œuvre un bureau d'études thermiques, un bureau d'études fluides et un bureau de contrôle et un scénario de rénovation permettant d'atteindre un gain énergétique de 43,6%. Donc ce scénario de travaux ambitieux permettrait de compléter la première rénovation effectuée sur 4 salles de classe en 2019 et de réaliser la rénovation intégrale des 7 autres salles et des espaces communs, tout en poursuivant une refonte complète du système de ventilation et de chauffage des locaux. Les estimations chiffrées de la maîtrise d'œuvre s'élèvent pour la totalité de ce projet à 840 400 € hors taxe. Compte tenu du coût important de ces travaux de rénovation et de la réalisation sur les temps contraints en site occupé, il est indispensable que ces derniers se fassent sur 2 exercices comptables, 2024 et 2025. Donc, considérant l'appel à projet du département des Pyrénées-Atlantiques, les projets structurants et durables des territoires, considérant les financements possibles du ministère Écologie, Énergie, Territoire, le Fonds vert, compte tenu du plan de financement prévisionnel suivant. Donc, on a en dépense les travaux de pompe à chaleur, VMC et installation. Ça, c'est la partie rénovation énergétique. Donc, 362 500 €.
Les salles de classe en rez-de-chaussée représentent 142 350 €. Travaux sur la mezzanine et la ludothèque, 30 000 €. Salle de classe en R+1, 113 750 €. Couloir circulation, 46 800. Sanitaire intérieur et préau, 80 000. Travaux annexes, 65 000. Ça nous amène à un total estimatif de 840 400 €. Et au niveau des recettes, on a le fonds vert à 60%, estimé à 504 240 €. L'AAP du département à 20% de 168 080 €. Et un autofinancement de 20% à 168 080 €. Ce qui nous amène à l'équilibre. En fait, on a mandaté, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, un bureau d'études thermiques pour nous permettre de voir les biens possibles au niveau énergétique. Et on vous propose aujourd'hui d'aller chercher 43,6% de consommation en moins, en fait, grâce à l'installation d'une pompe à chaleur, d'une DMC WQ, en complément de d'autres choses, de remplacement de menuiserie. Voilà, pour Des isolations possibles, imaginons. voilà, permettre le gain maximum en termes d'énergie. D'accord. Ouais. En fait, on avait deux scénarios, ils nous ont proposé deux scénarios. Voilà. Un scénario moins cher, naturellement, avec un gain énergétique à 30%, et une autre solution, plus coûteuse, naturellement, avec un gain énergétique à 43,6%. Voilà, l'amélioration porte sur ce gain énergétique à 43,6%. Le scénario à 30% de gain était chiffré à combien? 500 Au total, 500 000. 600. Non, 6. Non, Lequel à 30%? à 30%, 600 de gain. 600. Oui, Je sais plus, 600 660. Il y a la grosse de tête, là, il y a 100 000 €. il y a 100 000 € d'écart. Voilà, 130 000 €. C'est quel type de pompe à chaleur? RR. Après, pour les subventions, on va aller plus aussi si tu montes à 40% de 40%, On pourra aller chercher plus de subventions. En sachant qu'en plus, le préfet a ouvert au niveau des écoles une enveloppe supplémentaire. On est